asalaamaaleykum rahmatullah seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu siwaat si vidéo série de vidéos yi ñuy def sur les assises de la décentralisation de 2007 fas yéene si vidéo bi waxtaan ak yéen si les pistes de réflexion qu'on pourrait nommer les perspectives. D'abord perspective bu njëkk bu ñu njëkk xool c'est le découpage des circonscriptions territoriales ou administratives. Lors de ces échanges, le rapporteur s'est interrogé sur beaucoup de questions qu'on va vous soumettre. Euh, la première question, c'est quels critères pertinents retenir pour la constitution pour la construction d'identité territoriale plus viable. Faut-il procéder à une nouvelle stratification des collectivités locales, soit la provincialisation, la départementalisation ou bien d'autres formes? Alors ça, c'était pour corriger les dysfonctionnements constatés. Faut-il maintenir les communautés rurales dans leur statut actuel ou faut-il les ériger en communes rurales? Donc, c'était une question qui était adressée à l'Assemblée, hein, des assises pour permettre une réflexion beaucoup plus approfondie. Les communes d'arrondissement permettent-elles d'améliorer la gestion des grandes communes ou faut-il revoir leur statut et leur découpage? Donc, concernant ce premier point du découpage. L'autre point, c'était l'expérience maintenant des transferts de compétences et leur répartition. La problématique de la gestion des compétences transférées renvoie à la capacité des collectivités à les prendre en charge. Parce qu'il ne suffit pas de transférer des collectivités aux collectivités des compétences, mais il faut évaluer leur capacité pour voir si ces collectivités ont les moyens ou bien les capacités, hein, de les exercer. Alors, le système de transfert de compétences tel qu'il est organisé par le législateur sénégalais est-il pertinent pour permettre à chaque collectivité locale de prendre en charge celles qui lui sont transférées? Même actuellement, ce débat se pose au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Les questions se posent. Si vous prenez les compétences transférées au niveau de l'aménagement, depuis leur transfert, aucune commune n'a eu son schéma euh, directeur d'aménagement communal, par exemple. Donc, est-ce que les communes ont les capacités techniques de le faire? Et en général, pour ces instruments, surtout avec l'urbanisme aussi, qui est un exemple, ce sont les services déconcentrés à travers les ministères, donc, qui font ce travail-là. Alors, les compétences transférées ne sont-elles pas trop consistantes pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire au niveau de leur nombre? Est-ce qu'il ne faut pas les réduire ou bien, bon, essayer de faire un dimensionnement adapté? Faut-il transférer de nouvelles compétences aux collectivités locales? C'est une question aussi qu'on s'est posée. Quel est le système de compensation le plus pertinent pour assurer une gestion effective de toutes les compétences? Voilà. Donc, comment faire pour, une fois le domaine de compétences transféré, donc comment faire quand même pour permettre aux collectivités d'avoir les ressources nécessaires pour les exercer? Quelles doivent être les relations entre les ministères à compétences transférées et les collectivités locales? Je donne un exemple, la santé. euh, Quelle est la relation la mieux indiquée avec les collectivités pour permettre aussi aux collectivités donc de s'impliquer pleinement dans l'exercice de ces compétences transférées. De même au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, hein, et même aussi au niveau de l'aménagement, hein, ce sont des compétences transférées. Comment faire, par exemple, pour que le ministère en charge de la décentralisation puisse impliquer pleinement donc les collectivités territoriales dans l'exercice de ces compétences transférées. Voilà. Donc, on a constaté aussi que au niveau des ministères, pratiquement beaucoup de crédits sont concentrés au niveau de ces ministères-là,
donc qu'on pouvait allouer aux collectivités territoriales, donc pour leur permettre d'exercer ces compétences. Je vous donne un exemple, la construction des salles de classe, la construction des centres de santé. Je crois que ce sont des actions ou bien des activités qui sont à la portée de ces collectivités pour leur permettre quand même de gagner en expérience, hein, et de pouvoir vraiment faire vivre donc l'économie locale au niveau de ces collectivités territoriales. Pour le point état civil, on a constaté que l'accessibilité, la fiabilité et la modernisation du système de gestion de l'état civil au Sénégal constituent une problématique quand même qu'il urge de résoudre. C'est pourquoi doivent être examinées la modernisation de la gestion du système de l'état civil au Sénégal, l'amélioration du cadre juridique, l'accroissement des moyens matériels et humains et l'informatisation du système. Donc en 2007, ces questions étaient posées. Et je crois que la réponse commence à venir au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, surtout au niveau de la direction de l'état civil qui ont fait à travers le programme NECA quand même un travail assez appréciable. Donc pour permettre quand même de faire, d'améliorer la gestion de l'état civil et surtout au niveau de renforcement de capacité des agents, des officiers, des archivistes. Donc, un grand pas est fait et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Mais en 2007, vraiment, c'était ça le diagnostic, c'était ça les principaux problèmes, surtout pour l'état civil, qu'il fallait engager. Le point relatif à l'application du nouveau régime de contrôle, donc, le contrôle de légalité tel qu'institué par la loi numéro 9606 du 22 mars 1996, c'est-à-dire le code, est-il suffisamment bien exercé par les principaux acteurs qui en sont chargés? Ça, c'est une question fondamentale concernant le contrôle de légalité. Quelles sont les limites du contrôle de légalité? Quels sont les facteurs explicatifs au dysfonctionnement noté dans la mise en œuvre du contrôle de légalité? Faut-il déconcentrer la juridiction administrative pour la rapprocher davantage des administrés? Voilà, une question très pertinente et l'Assemblée s'est réunie vraiment pour plancher sur ces questions-là. Donc, le point relatif aux organes de suivi et d'appui, donc qu'on avait signalé dans la première partie. Donc, parallèlement à sa volonté de renforcer les compétences et moyens des collectivités locales, l'État se devait de renforcer le dispositif de suivi, d'évaluation et d'appui à la politique de décentralisation par la mise en place d'organes consultatifs, donc chargés d'accompagner le processus en veillant à l'application des textes et en formulant des propositions dans le sens d'une meilleure efficacité de l'action publique locale. Devant la carence de tous ces organes, convient-il de revoir leur composition, fonction, contenu dans la perspective d'un dispositif plus efficace et plus fonctionnel d'accompagnement de la décentralisation et du développement local. Donc, il ne suffit pas de mettre en place des organes de suivi et de contrôle, mais il suffit de les renforcer, de les doter et de les faire fonctionner. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, certains organes, par exemple, comme le Conseil, la Commission pour la répartition, présidée par le chef de l'État, c'est pas, se réunit une seule fois par année et ne s'occupe que de la répartition des fonds de dotation et des fonds euh, d'équipement, alors que leurs missions sont plus élargies que ça. Ils devraient réfléchir sur le fonctionnement même des collectivités territoriales. Donc, concernant l'aménagement aussi, il y a des problématiques extrêmement intéressantes sur l'aménagement. Ces organes de l'aménagement donc pouvaient quand même fréquemment se réunir et essayer quand même d'apporter des solutions à ces problématiques-là. Alors, concernant maintenant la charte de la déconcentration, malgré l'existence de textes sur la déconcentration, donc l'administration d'État souffre encore d'une véritable centralisation, d'une véritable révolution, c'est le mot,
de compétences du niveau central au niveau territorial d'une part, pour chaque niveau considéré à l'échelon supérieur aux échelons inférieurs d'autre part. Donc cette situation de déséquilibre entre déconcentration et décentralisation constitue une source de dysfonctionnement préjudiciable à l'efficacité administrative. Par ailleurs, elle limite de manière considérable les avantages attendus de leur complémentarité, tant il est vrai que les deux formes techniques administratives, c'est-à-dire déconcentration et décentralisation, doivent aller de pair pour être efficaces. Aussi, convient-il de réfléchir sur les enjeux et les perspectives de la charte de la déconcentration tout en esquissant son contenu. Donc, vous voyez bien que on le dit très souvent au niveau de la décentralisation. Si l'État décentralise, c'est-à-dire confère aux collectivités territoriales le privilège ou bien voilà d'exercer certaines compétences transférées, c'est normal que l'État aussi puisse assurer son autorité au niveau local à travers la déconcentration. Mais il faut aussi, au niveau de la déconcentration, que les acteurs qui sont dans la déconcentration soient vraiment renforcés, surtout les services techniques pour l'accompagnement, le renforcement de capacités, les conseils, les appuis conseils pour permettre quand même aux collectivités territoriales d'atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos sur les éléments maintenant de recommandation, donc par rapport au cadre institutionnel et organisationnel, donc qu'on va essayer de vous partager. Merci beaucoup.